Époque, le Salon des livres de Caen, 2021. Bonjour à tous et bonne nouvelle. Le printemps est là, alors que l'été s'annonce. Après un méchant automne et un mauvais hiver, une longue période de grande déveine pour vous, Albert Dichy. Alors merci d'être ici et je crois que vous êtes heureux de venir nous présenter votre bébé, votre projet auquel vous avez tant travaillé. Drôle d'époque quand même, hein. Résumé des épisodes précédents. Fin octobre dernier, tout était prêt. L'IMEC, notre voisine et partenaire pour ce rendez-vous, avec vous Albert Dichy, dont vous êtes le directeur littéraire, s'apprêtait à ouvrir une exposition appelée « Les valises de Jean Genet ». Et puis, l'IMEC, dont Albert Dichy est l'un des cofondateurs, fut condamné, comme tous les lieux de culture, à fermer ses portes pour cause de deuxième confinement. Mais Albert Dichy, toujours ici présent, qui est aussi depuis bien longtemps un grand connaisseur, on dit un spécialiste, je ne sais pas quel mot vous préférez. Connaisseur, c'est très bien. Très bien, vous allez nous le prouver. Éditeur d'ailleurs d'œuvres posthumes de Genet, avait déjà beaucoup et bien travaillé avec l'édition d'un catalogue de plus de 200 pages. Si on n'était pas à la radio, je vous le montrerai. Gratifié d'une belle couverture, lui-même le catalogue, mais aussi d'une belle couverture de presse quotidienne et magazine, avait salué l'événement par anticipation. Alors, quel est donc cet événement ? C'est d'abord l'histoire de 2 valises. Et comme c'est à vous que c'est arrivé, je vous laisse raconter. On prendra le temps de les ouvrir et de les découvrir, mais comment diable sont-elles parvenues entre vos mains, ces valises ? Un jour, quelqu'un vous a appelé et vous a dit « J'ai quelque chose pour vous » ? Pas exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Roland Dumas, qui était l'avocat de Jean Genet, qu'il avait rencontré au moment où il défendait la cause algérienne en pleine guerre d'Algérie, donc des liens s'étaient noués entre eux. Et Roland Dumas, un jour, a reçu la visite de Genet qui revenait du Maroc. On était juste 15 jours avant la mort de Genet. Il savait qu'il allait mourir et il lui a apporté 2 valises et des liasses de documents en le lui confiant. Genet est mort donc 15 jours plus tard. Roland Dumas est resté avec les valises de Genet dans son cabinet. Et puis là, voilà, les valises se sont endormies dans le cabinet de Roland Dumas. Combien de temps ? 34 ans. 34 ans. Roland Dumas avait le projet de peut-être d'un jour de voir s'il y avait quelque chose qui pouvait être publié. Et en fait, il a été pris ensuite par d'autres affaires. Et c'est le cas de le dire. Il a eu lui-même une actualité riche. Et donc, les valises sont restées en sommeil. J'avais croisé Roland Dumas au moment où j'avais fait un petit film autour de Genet pour la télévision. Je l'avais interrogé, il m'avait parlé des valises. Donc, il y a une quinzaine d'années, j'avais été le voir à sa demande pour jeter un coup d'œil sur le contenu des valises. Je les avais vues. Et évidemment, j'espérais qu'un jour, Roland Dumas en fasse donation à l'IMEC, où existe un fonds Jean Genet, qui est le seul fonds en France. Donc c'est ça, vous aviez préparé le terrain. Vous avez évoqué l'IMEC. J'avais évoqué l'IMEC, il savait très bien qui j'étais. Il avait promis que ça irait à l'IMEC, mais c'est difficile, vous savez, de se détacher aussi de choses qui vous ont été confiées. Les papiers, on a un rapport particulier à des choses personnelles, des choses. Dans les valises, il y a des manuscrits, mais il y a aussi des choses plus intimes, plus personnelles. Et donc, il les a conservées. Et il y a quelque temps, Roland Dumas, qui atteint maintenant, je crois qu'il a 99 ans cette année, m'avait fait signe et avait dit qu'il était prêt à donner les valises. Nous avions organisé une petite cérémonie
pour la signature en réunissant quelques amis à lui. Et il a fait la donation. Donc voilà, elles sont arrivées comme ça il y a à peu près 1 an et demi. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, quelle est votre réaction? C'est en plusieurs temps, vous l'avez dit. Oui. C'est un joyeux fatras, ou pas forcément joyeux? Si, il y avait quelque chose de... Oui, d'un joyeux fatras, comme vous dites, c'est-à-dire d'un mélange inextricable de documents de toutes sortes, très colorés. Dès qu'on ouvre les valises, on est en face de choses très... Vous savez, les valises d'un écrivain... Enfin, les valises, c'est pas la même chose qu'un bureau, par exemple, d'écrivain. Un bureau d'écrivain, tous les éléments sont hiérarchisés. Il y a ce qui est dans le premier tiroir, il y a ce qui est derrière, il y a ce qui est au fond, il y a ce qui est important devant, ce qui est moins important derrière. Dans une valise, tout est mélangé et au fond, voilà, c'est une des premières choses qui saute aux yeux quand on ouvre les valises, c'est de voir au fond que Genet ne séparait rien. C'est-à-dire, il ne séparait pas sa vie personnelle, ses lettres, son carnet de vaccination pour aller au Proche-Orient, les factures, de ses écrits, et donc cette espèce de façon de ne rien séparer, de ne pas tenir le politique hors du champ du personnel, de mélanger l'écriture et la vie, au fond, et la vie quotidienne. Ça, c'est une des premières choses, et c'est une chose de vie. Quand on ouvre les valises, on n'a pas juste de l'archive et des documents, on a quelque chose de vivant. Alors, on va en parler parce que c'est important. Il a eu sans doute le sentiment, puisque les valises correspondent à une période où il a décidé quasiment de ne plus écrire. Précisément parce qu'il considère que l'écriture n'est pas la vie. Donc son vagabondage se poursuit par monts et par vaux, en France et beaucoup à l'étranger. Il mélange tout. Et votre travail, à vous qui êtes un peu, je ne sais pas, c'est vous qui le dites de vous-même ou si je l'ai lu quelque part, vous êtes un peu son entomologiste, ça va consister à trier, classer, réordonner et donner du sens à tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose avec l'archive, c'est que l'archive, c'est toujours quelque chose de fragmentaire, c'est toujours une trace, un reste. Et pour arriver à comprendre ce qui est en jeu, il faut construire un récit. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'histoire que racontent les archives, sinon on ne les comprend pas, il y a des trous, le fait même que tout soit mélangé empêche d'appréhender ce qui est en jeu dans cet ensemble. Donc il m'a fallu trouver, une histoire. Comme vous le faites à chaque fois, parce que c'est votre métier. Mon métier, il est aussi d'accueillir des archives à l'IMEC, et donc on a beaucoup d'archives d'écrivains, mais il faut les classer. Classer, c'est pas nécessairement construire une histoire, même si effectivement le classement comprend une histoire. Mais là, ce qu'il fallait, c'est trouver au fond qu'est-ce que racontait le contenu de ces valises. Et ce qui m'a sauté en premier lieu aux yeux, c'est l'histoire politique de Genet. C'est-à-dire cet homme qui tourne le dos à la littérature, comme vous disiez, et qui se tourne vers le combat politique, qui rejoint qui s'intéresse d'abord à la question immigrée en France, qui participe à des manifestations auprès de Michel Foucault, de Marguerite Duras, de Sartre. Toujours de la gauche ou de l'extrême gauche. Voilà. Il a un côté anarchiste, mais il est parmi les gens d'extrême gauche. Disons oui, on va dire cela. Il est plutôt... en tout cas, il soutient des mouvements. Jamais encarté. Jamais encarté. Mais en soutien visible. Il n'a jamais fait partie d'un parti. Voilà.
mais le premier mouvement qu'il appuie, c'est les Black Panthers. Les Black Panthers, c'est eux qui le sollicitent. Jeunet a écrit une pièce qui s'appelle Les Nègres, qui a été jouée aux États-Unis et qui est devenue un des spectacles qui a donné naissance au théâtre noir américain. Parce que pendant 4 ans, 13 comédiens noirs, c'était la première fois que qu'une pièce était jouée avec uniquement des comédiens noirs, se retrouvaient ensemble, et du coup, ça a par la suite donné naissance à un courant littéraire. Et tout le monde l'avait vu, c'était en off à Broadway, mais de Bob Dylan à Woody Allen, de Bob Wilson qui a monté Les Nègres par la suite, à tous les intellectuels noirs ou blancs de cette époque ont vu cette pièce. Donc les Black Panthers, quand ils ont eu besoin de soutien intellectuel en France, ils sont venus le voir, ils avaient 3 ou 4 noms, Sartre bien sûr en premier, et puis Jeunet, mais ce qu'ils souhaitaient, c'était le soutien ordinaire des intellectuels pour une cause, c'est-à-dire la signature d'une pétition, l'écriture d'un texte. Et Jeunet leur a dit non, moi je ne suis pas une caution morale pour soutenir un mouvement. Je ne peux pas mettre ma signature comme si c'était la signature d'un homme, on va dire, honorable. C'est un homme qui sort de la prison et qui est resté lié au monde de la prison. Donc, ce qu'il leur propose, c'est de les accompagner. Les Black Panthers sont un peu surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, et Jeunet pouvait du jour au lendemain partir. Donc, ils demandent à Huey Newton, qui était le président des Black Panthers aux États-Unis et qui était en prison, s'il était possible de recevoir un écrivain blanc dans les lieux, dans le ghetto noir aux États-Unis, et Huey Newton dit oui, Jeunet, c'est d'accord. Donc Jeunet part et il les accompagne pendant plusieurs mois. Il sillonne les États-Unis de Los Angeles au Vermont. Il va dans toutes les universités, dans tous les lieux. Il fait des discours pour les Black Panthers, pour appeler les intellectuels blancs à soutenir leur mouvement et aussi pour récolter de l'argent pour les Black Panthers. Qu'est-ce que les valises nous apprennent de plus sur ce périple ? On le connaissait, cet engagement. Vous avez raison, il a écrit dessus, il a soutenu Angela Davis, il a soutenu les prisonniers noirs américains. Nous avons surtout avec Jeunet des textes rétroactifs, c'est-à-dire qu'il l'a écrit par la suite, qui sont des textes de souvenirs, de mémoire. Ce que les valises nous donnent, ce sont les notes qu'il a prises dans les camps, c'est-à-dire à chaud, directement, où il s'interroge par exemple, pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce qui fait que j'ai un rapport particulier avec les Black Panthers ? Il aura la même réaction avec les Palestiniens. Il s'interroge toujours sur les raisons qui font qu'il donne son adhésion à tel ou tel mouvement. Alors, quelles sont-elles, ces raisons-là ? Il est le défenseur des marges parce qu'il en vient lui-même, c'est ça ? Alors, il donne plusieurs raisons. Il donne d'abord une première raison, c'est parce qu'il a été accueilli. Et Jeunet est un ancien enfant, était issu de l'assistance publique, abandonné par sa mère, placé dans des maisons de correction, dans des colonies pénitentiaires. Par la suite, il fait des séjours en prison. Donc c'est une personne qui a toujours pensé sa vie sous le signe de l'exclusion. Il a toujours été mis dehors. Et là, pour la première fois, des groupes, des mouvements l'accueillent. Et le mot d'accueil est important pour lui. Il y a un autre mot qu'il utilise qui est encore plus fort. C'est qu'il dit qu'il a été adopté.
Pour un enfant d'assistance, dire qu'il est adopté, alors c'est un enfant de 60 ans, mais ça reste quelqu'un qui porte cette blessure en lui depuis l'enfance. Et là, il a le sentiment que, au fond, il est reçu et il est adopté par des gens qui sont comme lui, en qui il peut se reconnaître, c'est-à-dire des gens qui subissent une situation d'exclusion, que ce soit les Noirs américains ou les Palestiniens. Donc il y a cette première raison de l'accueil, de l'adoption. Alors il y en a une autre qu'il va évoquer principalement avec les Palestiniens, où il se demande pour quelle raison il a été vers les Palestiniens, qu'est-ce qui l'intéresse dans leur mouvement. Et au fond, il dit que la raison principale, c'est la raison poétique. C'est-à-dire qu'il utilise le mot poétique là où on attendrait le mot politique. Il y a bien sûr les raisons politiques, il n'aurait pas été vers n'importe quel autre mouvement, mais poétique. Et quand il essaye d'expliciter ce qu'il veut dire par poétique, il ne parle pas de la poésie facile, il parle plutôt d'autre chose, il parle d'une chose très précise qui est, il sent entre les Palestiniens une relation qui est très différente de la relation sociale habituelle. D'abord parce que les Palestiniens courent un danger de mort, ils sont en danger, mais aussi parce que peut-être grâce à ce danger, peut-être grâce à leur exclusion, ils ont créé entre eux un rapport qui ne passe plus par la hiérarchie, qui ne passe plus par le rapport social ordinaire, et qui est un rapport léger. Il utilise le mot pollen, au fond, comme un pollen, et c'est un rapport dans lequel il peut être inclus. Voilà. Donc voilà, cette raison poétique. Qu'on dirait romantique aussi. Vous avez raison, il y a un romantisme dans le rapport de Genet à la Révolution, un rapport de... Je ne dirais pas Genet n'utiliserait jamais le mot communautaire, hein, mais il utilise le mot complicité. Donc il y a un rapport de complicité. Mais au fond, tous les mouvements révolutionnaires se sont toujours accompagnés d'un certain romantisme. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de révolution sans un rêve, en tout cas. Ah, vous dites pas de communauté, peut-être une communauté d'adoption quand même, encore une fois. Oui, mais... Parce qu'il ne peut pas revendiquer la terre, il n'est pas là pour ça. Non, il ne revendique pas la terre palestinienne, Gaza n'existe pas encore. Enfin, il va dans les camps qui sont au Liban, il s'engage. Moi, je me souviens des papiers d'actualité sur Genet à Shatila. Il en fait une chronique. Je ne sais pas si d'ailleurs c'est complémenté par les valises. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça l'est, effectivement. Il y a les premières notes après le massacre de Sabra et Shatila, il y a les premières notes. Mais vous avez raison, son rapport au mouvement politique, au fond, il est un rapport, je dirais, plus, même s'il soutient évidemment ce qu'on peut appeler les causes, mais c'est un rapport à un moment dans la Révolution. C'est-à-dire que il accompagne les Palestiniens à un moment très précis. C'est le moment, on est en 1970, c'est le moment où les Palestiniens se sont révoltés, c'est-à-dire ont changé de statut, ils ne sont plus... le terme qui les désignait auparavant, c'était le terme de réfugiés. Ils sont devenus des fedayines, c'est-à-dire qu'ils ont passé du terme de victime, de soumis, d'opprimé, à celui de combattant. Et dans ce mouvement-là où quelqu'un qui est exclu se dresse et se révolte, il y a un moment d'allégresse, même s'il est désespéré. Je veux dire que les Palestiniens savent qu'ils ont peu de chances de gagner. Les Noirs américains, je n'ai dit le
le désespoir nappe le monde, le peuple noir aux États-Unis. Donc ce mélange de désespoir et de révolte permet une allégresse, au fond, Genet utilise l'expression « la gaieté qui n'espère plus rien », et donc qui est prête à tout. Ce moment de gaieté dans le désespoir, où un peuple se dresse et se révolte et affronte la mort et est capable de tout, puisqu'on est aussi dans un moment de terrorisme. Hein. Vous avez raison. Il soutient cette exaltation parce qu'il est lui-même exalté, mais il peut être très ironique aussi quand, par exemple, il s'en prend à l'impérialisme israélien et de cette terre sainte qu'il espère désacraliser, ce qui est une pure utopie. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand il arrive au Proche-Orient, il est confronté à cette question de la Terre Sainte, effectivement, et il se pose la question, est-ce que c'est une Terre Sainte ? Elle est revendiquée par 3 religions, par plusieurs peuples, et qui s'affrontent. Il veut la virginiser, dit-il. Il veut la virginiser, voilà. C'est-à-dire qu'il arrive là-bas en homme qui se dit incroyant. Hein, la question de la croyance est complexe chez Genet, mais il se dit incroyant à cette époque. Il se présente comme un homme qui ne croit pas en Dieu, et donc si on ne croit pas en Dieu, il n'y a pas de terre sainte. La seule chose, c'est que en fait, Genet est aussi un homme qui a été très imprégné par la culture catholique qu'il a reçue quand il était dans le village du Morvan où il a été élevé. Il a été accueilli dans une famille nourricière avec une mère nourricière très religieuse. Et il a gardé en lui, il connaissait très bien toutes les histoires de saints, La Légende dorée est un livre qu'il avait dévoré très jeune. Il avait une connaissance très très pointue de la liturgie catholique. Et donc c'est un incroyant qui est quand même imprégné par la religion catholique, à tel point que lorsque il rejoint les Palestiniens dans le dernier livre qu'il publie, qui est publié juste un mois après sa mort, Un captif amoureux, qui retrace ses pérégrinations avec les Black Panthers et les Palestiniens, la figure finale est celle d'une piéta, c'est-à-dire il part d'une mère palestinienne qui l'accueille pendant les combats dans un camp palestinien, et c'est la mère d'un combattant, et donc il a le sentiment que dans cette figure qui se forme entre la mère palestinienne, la vieille mère palestinienne qui l'accueille dans une maison, et son fils qui lui donne sa place, il y a quelque chose comme une piéta. Voilà. La bonne mère. La bonne mère, la mère qu'il n'a jamais eue, la figure au fond de celle qui peut de nouveau l'accueillir. Hein. Il y a cette notion d'abandon est au cœur quand même de toute l'œuvre de Genet. Je voulais éventuellement réserver la question pour plus tard parce qu'elle a un risque d'anachronisme. On ne pourrait pas, certains ne manqueraient pas de le faire, s'il était là aujourd'hui, le qualifier d'islamo-gauchiste, Jean Genet. Oh, c'est une expression un peu dangereuse parce qu'on ne sait pas. D'abord, elle est utilisée. À tire-larigot. Oui, et puis elle est utilisée pour stigmatiser. C'est-à-dire que on a le sentiment que c'est une injure islamo-gauchiste. Or, on ne sait pas très bien si l'injure elle est sur gauchiste ou sur islamique, parce que c'est même pas l'islamisme qui est dans le terme qui est utilisé. Donc on a quelque chose qui me paraît, un amalgame qui me paraît très dangereux. Cela dit, il est un homme de gauche et il n'aurait sûrement pas soutenu une théologie qu'il décrit dans son dernier livre comme
aussi endormeuse qu'un berceau breton. Donc il n'aurait jamais soutenu, évidemment, toute revendication de type religieuse comme l'islamisme. Mais il aurait peut-être soutenu la révolte qui s'exerce contre un empire européen et occidental qui cherche à imprimer sa marque sur l'ensemble du monde. Donc, avant d'en arriver au reste du contenu des valises, est-ce qu'il n'est pas, quand on voit aujourd'hui, quelques années après Black Lives Matter, pas quelques années, un an ou deux, la Palestine qui rebondit et qui s'enflamme, enfin qui n'existe toujours pas d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas l'aventurier des causes perdues ? Le défenseur des causes perdues. Alors, probablement que le fait qu'une cause ne soit pas gagnante devait jouer pour lui. C'est-à-dire que c'est effectivement un défenseur des causes perdues, mais je ne pense pas qu'il prenait la perte comme une valeur, disons. Mais ce qui est frappant, c'est de voir qu'au fond, des notes qui datent des années 70, en grande partie, 70-80, elles gardent aujourd'hui encore une sorte d'actualité brûlante, et que ces deux mouvements qu'il a soutenus, que ce soit les Noirs américains ou les Palestiniens, sont encore des causes extrêmement vivantes, brûlantes et actuelles. Je veux dire que on n'a pas tellement progressé sur l'un ou l'autre plan. Bien sûr. On pourrait ajouter les prisons. Il y a tout un programme de construction de prisons, peut-être sous la houlette de Roland Dumas, je ne sais plus trop, il faudrait rechercher. Il a dû compter un peu là-dedans. Il était ministre des Affaires étrangères. C'est vrai. Mais influent quand même. Hein. Oui. Un programme de vaste construction de prisons qui sont aujourd'hui surpeuplées en France. Oui, la situation dans les prisons s'est aggravée. Bien sûr. C'est une des choses qui le préoccupait. Ça a été l'une de ces causes importantes aussi dont on a peu parlé. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que Genet n'a jamais combattu pour que les Noirs ou les Palestiniens obtiennent des droits. Il n'a jamais été dans ce débat. Ce qui l'intéressait, c'était pas tellement l'amélioration des droits civiques, qui est plutôt un combat qui se mène de l'intérieur de la société pour améliorer la société. Genet, ce qui l'intéressait, c'était ce moment où les êtres se dressent dans leur fierté et leurs blessures. Ce moment de révolte où au fond, ce qui l'intéressait, c'était davantage le moment où un peuple opprimé se dresse à partir de son oppression, mais contre le monde, plutôt que... il a toujours dit pour les Palestiniens, le jour où les Palestiniens retrouveront leur maison, leur jardin, leurs droits, leurs trucs, je ne serai plus avec eux. C'est pas cela qu'il recherchait. Pas de maison. Pas de maison. Il se pose la question, au fond, quand il est avec les Palestiniens, il se dit, c'est quand même bizarre. Ce sont des gens qui luttent pour avoir un territoire. Moi, je m'en fiche du territoire. Je veux dire, il n'y a pas de territoire pour lui. Il n'y a pas de... Vous y consacrez plusieurs chapitres. Hein. C'est omniprésent chez lui. Hein. Le vagabond... oui. Refus de l'institution, même quand on veut l'aider à la fin de sa vie, quand il est malade, il refuse toute immatriculation sociale. C'est un radical à tout point de vue. Disons que Genet a eu le sentiment, ou a vécu sa situation d'enfant abandonné et d'enfant placé dans des institutions de redressement. Il l'a vécu comme une exclusion, il l'a vécu comme s'il avait été mis dehors, et il n'a jamais, lorsqu'il a été reconnu comme écrivain, lorsqu'il a
d'une certaine façon réussi, si on peut appliquer ce terme à Genet, il n'a jamais voulu rentrer à l'intérieur de la société. Il a voulu rester dehors, d'abord parce qu'il l'était, et ensuite parce qu'il a soutenu des mouvements et des peuples qui étaient dehors. Donc voilà, c'est cette position-là qu'il a eue, plutôt que... C'est pas un radical au sens propre, c'est quelqu'un qui est parti de la situation dans laquelle il avait été lui-même placé et qui a voulu, à partir de cette situation, la maintenir toute sa vie. C'est-à-dire rester s'il n'était plus lui-même un exclu, s'il n'était plus lui-même quelqu'un qui était dans la réprobation, rester du côté des exclus et des gens réprouvés. Et c'est le témoignage de ces valises les valises le montrent. On voit bien, effectivement, ce que vous dites, il n'a jamais été... je n'ai quelqu'un qui n'a jamais bénéficié de la sécurité sociale. Je veux dire, des choses aussi simples que ça. Le mot retraite, je pense, l'aurait... Il n'a jamais revendiqué des droits à la retraite qu'il pouvait avoir en tant que... il a gagné de l'argent avec ses pièces de théâtre, avec ses livres, mais il n'a jamais voulu demander le plus simple des droits que la plupart des citoyens revendiquent. Alors, il ne veut plus écrire, il y a malgré tout des projets, hein. Il y a des textes qui sont exhumés. Oui. Il y a ce projet étrange, intéressant, de comédie musicale pour laquelle il va chercher un interprète qui n'est pas n'importe qui. Oui, alors, bon, c'est pas exactement une comédie musicale, c'est un film. C'est un film. C'est un film... c'est pas lui qui va... Alors, il se trouve que Genet croise un jour David Bowie dans un avion, qu'il bavarde, et que pour David Bowie, la lecture de Notre-Dame des Fleurs, qui paraît dans la Pléiade, là, tout récemment, avec les romans, donc le premier roman de Genet, la lecture de Notre-Dame des Fleurs avait exalté David Bowie. C'était resté pour lui un livre culte. Et donc, quand il rencontre Genet, il lui fait part de son désir, du désir qu'il a toujours eu, de jouer le rôle de divine, c'est-à-dire le flamboyant travesti qui est au cœur du récit de Notre-Dame des Fleurs. Et Genet, peut-être séduit par David Bowie, par son enthousiasme, séduit mais aussi intéressé parce qu'il est à une époque aussi où il a tout le temps besoin d'argent, il entretient 4 ou 5 personnes autour de lui, lui dit oui. Et David Bowie trouve un producteur qui est le frère de Terence Stamp, qui était un acteur très en vogue à l'époque, très formidable comédien, et Genet accepte de se rendre à Londres, et pendant 3-4 mois, il rédige un scénario totalement revu, beaucoup plus politisé, de Notre-Dame des Fleurs, où au fond, il met au cœur du récit, non plus comme dans le roman prisonnier qui rêve dans sa cellule, mais plutôt le peuple de ce qu'il appelle les folles, qui se place à la fin de l'occupation, c'est-à-dire dans un moment où les homosexuels sont très réprimés et même... déporté par les nazis. Et voilà, donc il crée une histoire qui est assez formidable à partir de son premier roman, alors qu'il est dans les dernières années de sa vie. Et vous dites que le projet ne se fait pas. C'est peut-être plus beau ainsi en projet que réalisé, parce qu'on ne sait jamais ce que peut devenir... Peut-être. Genet a écrit plusieurs scénarios de films, parce que le cinéma était resté quand même un rêve depuis le début de sa vie. Je pense qu'il a eu sur ce plan le modèle éblouissant, sur ce plan de Cocteau, qui avait réussi une double carrière, à la fois littéraire et cinématographique. Et donc, il a toujours pensé au cinéma.
qu'il a toujours eu la tentation d'en faire. Et en fait, à part un petit film qui est resté quand même un film culte qu'il a fait en 1950, Un chant d'amour, il a noirci des centaines et des centaines de pages, mais aucun film ne s'est fait, probablement parce que au moment de la réalisation, je n'ai reculé toujours, parce qu'au fond, le cinéma est un art collectif, c'est un art qui se fait à plusieurs. Il y a le réalisateur, les acteurs, la production, et que je n'était vraiment pas un être collectif. C'était voilà, la grande force de Genet, c'est la force du prisonnier qui est dans sa cellule, qui a du papier et un crayon, et qui est capable de renverser son destin à partir juste de ça, c'est-à-dire du crayon et un papier. Et de ce point de vue-là, on constate que c'était un formidable chroniqueur de son temps. Je pense qu'aujourd'hui, en quelques mots, il serait aussi capable de le chroniquer encore. Je parlais... Oui. Bien sûr. Ce qui est paradoxal, c'est que Genet est au fond l'écrivain du plus petit espace possible, qui est l'espace de la cellule de prison. Tous ses romans sont écrits en cellule. Et ce même homme, qui est celui du plus petit espace, va passer par la suite, quand il sera libre, au grand espace du monde. C'est-à-dire que des ghettos noirs d'Amérique au bord du fleuve du Jourdain, au camp palestinien, c'est le monde qui devient la scène sur laquelle il évolue. Et donc il est effectivement l'homme à la fois du plus petit et du plus grand espace. Et c'est un chroniqueur, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose dans ces années qui allait devenir déterminant. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été un écrivain politique comme l'ont été les gens de sa génération, c'est-à-dire pris dans le conflit de la guerre froide, de l'affrontement du monde communiste et du monde capitaliste. Il n'a pas du tout été dans ce clivage. Dans la géopolitique. Il a été dans un autre clivage qui est celui des peuples en marge. Et c'est ce monde-là, des peuples en marge, qui est devenu aujourd'hui la question la plus brûlante. Il a soutenu, voilà, nous affrontons aujourd'hui quoi ? On affronte dans le monde les revendications des gens qui n'ont plus d'espace culturel à eux, et donc qui se révoltent aussi, et ça peut passer par le terrorisme, ça peut passer par des formes aussi extrêmes que l'islamisme même, contre une mainmise du monde occidental sur la totalité du monde. Donc là, la question de la marge, elle est au centre, et Genet a été celui qui a su l'apercevoir peut-être le plus vite. On évoquait les causes perdues. Est-ce que ce qui n'a pas le plus bougé en 40 ans, ça n'est pas l'homosexualité, ce qu'on appelait à son époque la pédérastie? Est-ce que c'était de sa part une cause défendue ou pas vraiment? C'était compliqué. Disons que Genet, au fond, n'a jamais défendu des causes qui défendaient sa propre condition. C'est-à-dire qu'il a été pour les Palestiniens, mais il était européen. Il a été pour les Noirs, mais il était blanc. Il a toujours été dans la cause des autres. Défendre sa propre cause était plus délicat. On peut dire qu'il l'a fait littérairement. C'est-à-dire que ses récits c'est peut-être les premiers livres, les premiers romans, les premiers écrits homosexuels où l'homosexuel ne tente pas de s'excuser ou de se justifier, comme ça avait pu être le cas de Proust ou de Gide, par exemple, qui essayait de trouver des raisons, de justifier aux yeux de la société la normalité homosexuelle. Genet
il l'a imposé, c'est-à-dire qu'il l'a décrété sans excuse ni justification, de façon agressive, en donnant au fond à la littérature homosexuelle ses actes de noblesse, même si il l'a fait en prenant une homosexualité violente parfois, puisque elle est souvent liée au crime ou à la délinquance. Genet n'a jamais cherché à obtenir des droits pour les homosexuels. Il pensait qu'au fond, être voleur, pour lui, c'était la même chose qu'être homosexuel, c'est-à-dire que c'était une façon de se placer et d'imposer à la société un autre ordre, de placer la société devant la violence qu'elle-même commettait envers ceux qu'elle condamnait. Il a plutôt été je dirais qu'il a plutôt voulu enflammer les causes plutôt que les apaiser. Voilà, il a été plutôt quelqu'un qui a... Alors, pour l'homosexualité, il l'a défendu, bien sûr, mais il n'a jamais fait partie d'un mouvement homosexuel où il pensait que l'homosexualité était une chose qu'il fallait vivre de façon solitaire et que... pas tout à fait. Et que, oui, pas tout à fait, bien sûr, mais jamais collective. C'est-à-dire que ne pas recréer une autre société calquée sur la société qu'on a combattue pour redonner aux homosexuels leurs droits. Est-ce que c'est clandestin pour autant? Parce qu'on a évoqué l'errance, le vagabondage. Est-ce que par moment pour lui, c'est une volonté de clandestinité? Je pense que la clandestinité a été un des modes de son parcours. C'est-à-dire, la clandestinité pour Genet, c'était aussi la façon d'échapper à ce qui pouvait le plus le menacer dans sa vie, c'est-à-dire la réussite et la gloire. Il a toujours voulu vivre dans des pays où il n'était pas connu. Lorsqu'il est reçu chez les Black Panthers et qu'on l'utilise dans des conférences, il est dans des universités, il est tout de suite interrogé par les étudiants sur son œuvre littéraire, et Genet refuse d'en parler. Il est là pour les Black Panthers. Donc Genet, je pense, a voulu échapper à sa propre gloire. Il a tout fait pour y accéder, puisque quand il était en prison, c'était le seul moyen d'en sortir. C'est quand même quelqu'un qui a risqué la prison à perpétuité pour récidive de vol. Rien de très grave dans ces délits. Mais la récidive, au bout de 13 ou 14 fois, pouvait le faire condamner à la perpétuité. Sauf quand on a Roland Dumas comme avocat, peut-être. Qu'est-ce que les valises vous ont apporté encore, qu'on n'aurait pas évoqué là? Il nous reste quelques minutes. Alors je dirais que, voilà, juste en quelques mots, il y a une autre histoire qui est aussi derrière les éléments qu'on trouve dans les valises. C'est pas simplement l'histoire d'un parcours politique, même s'il est assez éclatant, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui a renoncé à la littérature parce que l'homme qu'il aimait, Abdallah, le funambule, pour qui il a écrit l'un de ses plus beaux textes, s'était suicidé, peut-être parce qu'il avait été délaissé par Genet à un moment donné, et Genet, à partir de ce moment-là, a décidé, comme une forme peut-être de sacrifice, de renoncer à écrire. Et ce qu'on voit dans les valises, et qui est très très beau, c'est une autre... Là, on est plus dans une histoire d'écrivain. On voit un homme qui a renoncé à écrire, et qui pourtant, à partir du moment où il va mieux, voit l'écriture revenir en lui comme une vague. Il lutte pour éviter de revenir dans l'écriture. Il a fait vœu de silence
mais l'écriture est plus forte. Et donc on voit que par moment, il ne commence jamais un manuscrit, mais il achète un bloc de papier à lettres et il remplit le bloc avec il griffonne sur la couverture du bloc des choses, mais les pages internes restent vierges. Donc ça raconte aussi l'histoire d'un homme qui a voulu se taire, mais qui est un tel écrivain qu'à un moment donné, c'est plus fort que lui. Voilà, c'est plus fort que lui, et l'écriture revient en lui comme une marée, et on voit petit à petit ce chemin comme ça improbable qui va vers une œuvre qui ne terminera, qui n'achèvera qu'à la veille de sa mort. Et là, cette histoire-là, les Valises le racontent aussi. Avec des images. On les trouve dans le catalogue. Ce sont notamment les croquis de Jean Genet dans les dernières années de sa vie, qui sont faits par l'une des personnes les plus proches de Genet à cette époque, qui s'appelle Jackie Maglia, et qui était un ancien pilote automobile italien devenu handicapé et qui va être un compagnon de route, si on peut dire, bien sûr, des toutes dernières années. Et qui est son légataire aujourd'hui. Et son légataire, voilà. Donc, c'est dans le catalogue, très beau catalogue de plus de 200 pages qui rencontre, c'est formidable, un joli succès de librairie. Et exposition, ça c'est la bonne nouvelle pour conclure, qui n'a pas eu lieu chez vous à l'IMEC, et pour cause, mais qui devrait se faire ailleurs. Oui, effectivement, l'exposition n'a pas eu lieu parce qu'elle a ouvert le premier jour du confinement, et malgré les tentatives de prolongation, elle n'a pas pu s'ouvrir. Mais donc en même temps, c'est assez chic quand même, une exposition qui ferme le lendemain de son ouverture. On s'en souviendra. Mais bon, apparemment, effectivement, l'Institut du monde arabe souhaite la présenter. Donc il y aura peut-être d'autres façons de voir cette exposition. Mais le catalogue en donne une bonne image. Donc je suis heureux qu'au moins le catalogue ait pu se faire. J'avais une autre proposition à vous faire, c'est qu'une fondation qui est connue pour ses valises aurait pu aussi la présenter, mais c'est peut-être pas tout à fait le genre. Mais les valises de Jean Genet n'étaient pas en carton, pas en cuir non plus d'ailleurs, en sky. Hein. En sky. En sky. Oui, oui. Identique, presque identique, une marron et une noire. Voilà. Merci beaucoup, Albert Dichy. À suivre. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Époque, le Salon des livres de Caen, 2021.